ou pas. Alors, quelqu'un a dit également, le pardon est le seul médicament efficace contre la douleur qu'un autre t'inflige. C'est à toi de faire le choix de la guérison. Donc, c'est moi, offensé, qui vais décider si je pardonne ou pas. L'étape numéro 2, il va falloir que je reconnaisse que la faute existe. Ça veut dire quoi? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne sert à rien de passer l'éponge. Effectivement, on nous a fait du mal. La faute, elle a bel et bien été commise. On ne peut pas effacer ça. Si la faute elle est vraiment grave, je vais pouvoir aller demander réparation en justice. Ce qui va se passer, c'est que si j'ai entamé mon processus du pardon, eh bien, je vais me rendre au tribunal non plus avec la colère, la vengeance, la haine. Je vais simplement y aller pour que je sois dédommagée du mal que l'on m'a fait subir. Alors, ensuite, nous avons comme étape numéro 3, exprimer sa colère. Alors ça, c'est une étape qui est nécessaire, primordiale, indispensable dans le travail du processus parce qu'il va falloir que j'aille extérioriser tout ce mal que l'on m'a fait. Ça peut être difficile parce que comme il y a eu blessure, il y a eu quelque chose qui s'est passé, bien souvent la relation, elle est terminée. Comment je vais faire pour aller exprimer ma colère à mon agresseur si je ne lui parle plus ou très peu? Alors c'est là qu'on peut intervenir également, nous thérapeutes en relation d'aide, par le biais de l'écriture émotionnelle. On va vous expliquer comment aller déposer cette colère sur du papier, comment vous en libérer. C'est-à-dire que cette colère, vous devez l'accepter parce qu'elle a sa raison d'être, elle est tout à fait légitime, la libérer et surtout ne plus la nourrir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut également le faire, par exemple, si notre agresseur est décédé. Ça veut dire comment je peux faire, s'il n'est plus là, pour exprimer tout ça? Eh bien, par le biais de l'écriture émotionnelle, nous pouvons également le faire, et c'est ça qui est bien de savoir, pour ne pas continuer le restant de sa vie avec cette grosse charge qui nous pèse. L'étape numéro 4, c'est cesser de se sentir coupable. Ça veut dire quoi? Quelque chose en moi a été touché, et bien souvent, si c'est une personne qui est proche à mon entourage, quelqu'un que j'aime, je vais essayer d'aller voir si j'aurais pas un petit quelque chose, une petite dose de culpabilité là-dedans. Non, il va falloir que je me déresponsabilise. Il va falloir aussi que je me pardonne à moi-même parce qu'à un certain moment donné, si on m'a fait du mal volontairement, c'est tout simplement parce que je me suis manqué de respect et que je me suis laissé abuser. Là où ça va être un peu plus dur de se déculpabiliser, c'est lorsque mon agresseur est une personne de structure perverse. Qu'est-ce que c'est qu'une personne de structure perverse? Eh bien, c'est une personne qui ne va jamais reconnaître ses torts, ses fautes, et qui, par le biais de la manipulation, va essayer de déposer toutes ses erreurs sur sa victime. C'est-à-dire que la victime, elle vient déjà de subir quelque chose, mais par le biais de la manipulation, elle va se sentir coupable. Donc ça va lui être très dur, ça sera un travail beaucoup plus long d'aller se déresponsabiliser, de se déculpabiliser, quoi qu'on veut bien lui faire croire. Alors l'étape numéro 5, c'est je vais essayer de comprendre celui qui m'a blessé. Comprendre celui qui m'a blessé, ça veut dire que je vais aller voir ses motivations. Je vais voir qu'il a agi bien souvent sous l'impulsion de ses propres émotions destructrices. Et puis, je vais aller identifier ses faiblesses. Je vais voir à un certain moment donné qu'il a agi parce qu'il était faible. Et le fait d'identifier ses faiblesses, ça va me permettre d'accorder plus facilement un pardon. Bien sûr, identifier ses faiblesses, ça ne veut pas dire que je vais l'innocenter. On doit se rappeler d'une chose, c'est que pardonner ne veut surtout pas dire innocenter. Et puis, il faut voir aussi si l'acte il est prémédité ou non. Si c'est un accident, si on nous a fait mal par le biais d'un accident, ce sera plus facile d'accorder un pardon. Par exemple, vous avez votre enfant qui joue en trottinette, qui va traverser une petite ruelle sans regarder, une voiture arrive et c'est le coup fatal. Il n'y a rien de plus dur pour un parent que de perdre un enfant. Or,
la voiture elle était dans un lotissement, elle roulait à 30 km/h, le conducteur n'était ni sous l'emprise de l'alcool ni de stupéfiants, eh bien c'est quelque chose qui peut arriver à chacun d'entre nous. Donc, si on veut continuer à vivre après une telle chose, il va bien falloir qu'on pardonne, sinon notre vie va être un enfer. En revanche, si vous aviez vos enfants qui étaient présents lors du concert au Bataclan, lorsqu'il y a eu les attentats, eh bien là, ça va être d'autant plus dur à pardonner parce que l'acte, il était prémédité, commandité par les terroristes. Et c'est là aussi où on voit que c'est difficile parce qu'on a des parents, j'ai entendu à la radio qui disaient, eh bien on se sent coupable, responsable parce qu'on a offert ces places de concert à nos enfants pour leur anniversaire par exemple. Donc ces personnes-là, elles vont être obligées d'aller se déresponsabiliser parce qu'en aucun cas c'est de leur faute. Elles ont voulu faire plaisir à leur enfant, elles ne sont pas responsables qu'un attentat a eu lieu dans cette salle de concert à ce moment-là. Ça va ? Suivez, je ne vais pas trop vite? Non. Alors, étape numéro 6, ça veut dire on doit prendre son temps. Le pardon, ça peut durer des années. Comme le dit Nicole Fabre, laisser passer le temps tout en étant actif dans le processus. Il ne faut pas brusquer ce qui se passe en nous, il faut savoir prendre le temps de guérir. Ceci, bien sûr, va nous permettre de ne pas faire un pardon illusoire. Et comme le dit Françoise Chandernagor, le pardon n'est pas au bout du chemin, il est le chemin. Minago, le compagnon, le dira à la fin de son livre, ça lui a pris 25 ans. Moi, je vous dirais que pour moi, le pardon a pris plus de 20 ans, mais l'important, c'est d'y parvenir, c'est d'y arriver. Et puis l'étape numéro 7, eh bien, quand je vais décider de pardonner, je vais pouvoir redevenir acteur de ma vie. Un auteur inconnu a dit, quand tu pardonnes, tu ne changes pas le passé, tu changes le futur. Le pardon permet de créer une atmosphère propice à un nouveau départ, une nouvelle chance. C'est Martin Luther King qui disait ceci. Et Nelson Mandela a dit, vous obtiendrez plus dans le monde avec le pardon qu'avec des représailles. Ça veut dire, quand je décide de pardonner, je prends la décision de briser les chaînes qui me maintenaient dans la souffrance, la rancœur et la haine. C'est-à-dire que je vais pouvoir reprendre le gouvernail de ma vie, changer de cap si c'est nécessaire, et puis de continuer, c'est-à-dire vivre le présent sereinement et de pouvoir aussi voir l'avenir avec espoir, avec du positif. Et puis si c'est moi qui ai fait la faute, parce qu'on est en train de voir le pardon nous a fait du mal, mais si c'est moi qui ai fait la faute et puis que j'ai du mal à vivre parce que ça me pèse ce que j'ai fait, eh bien je peux aller demander pardon à mon offense et à la personne que j'ai fait souffrir. Bien savoir une chose, c'est que je ne dois jamais imposer un pardon, c'est-à-dire tu dois me pardonner, il faut que tu me pardonnes. Ça c'est quelque chose que l'on ne doit pas dire, puisque c'est l'offensé lui seul qui va prendre sa décision. Puis que va faire l'offensé? Eh bien maintenant on sait qu'il a le choix. Soit il décide de ne pas pardonner, eh bien la relation elle va se terminer, ou elle va être mauvaise, ne sera pas bonne, ou alors il décide de pardonner. Mais c'est lui seul qui le fera. Et maintenant on sait que si on ne pardonne pas, eh bien on va se maintenir dans ces émotions douloureuses, pénibles, négatives, qui vont nous amener dans un état pas bon, quoi. Dans un état vibratoire bas, on va être en énergie basse. Pourquoi j'ai intérêt à pardonner? J'ai intérêt à pardonner parce qu'on va voir que c'est une forme d'auto-guérison, tout simplement parce que la guérison, la cicatrisation de la plaie émotionnelle aura des bienfaits sur le corps physique aussi. Je dis stop à la souffrance, je réalise que c'est moi et moi seul qui me maintient dans ce ressentiment. Et je retire l'emprise que mon agresseur a sur moi. Et puis vous verrez des personnes qui vont vous dire, quand vous aurez pardonné, mais pourquoi tu pardonnes à cette personne-là? Avec tout ce qu'elle t'a fait subir, endurer, mais moi je me vengerai, je lui ferai la pire des vacheries. Mais t'es folle, mais pourquoi tu pardonnes à cette personne-là? Eh bien tout simplement, ce qu'on ne sait pas, c'est que on pense qu'en entretenant des pensées négatives, douloureuses, de la rancœur, du ressentiment, de la haine, eh bien on va aller faire du mal à notre agresseur. Or, on se rend compte,
et vous constaterez que notre agresseur, eh bien, il continue sa vie. Il fait son petit bonhomme de chemin, il est passé à autre chose. Je ne veux pas dire qu'il s'en fout, mais lui, il continue sa vie. La seule personne qui rame, qui a du mal, eh bien, c'est nous, l'offensé, parce qu'on est toujours dans le passé. On a toujours ce truc qui nous relie à cet événement. Qu'est-ce que cela va m'apporter? Eh bien, ça va m'apporter beaucoup au niveau aussi vibratoire. Parce que si je me maintiens là-dedans, si je continue d'entretenir ces pensées douloureuses, négatives, eh bien, comme je serai en énergie basse, je vais attirer la même chose. Et puis, je vais me dire, eh bien, j'ai toutes les catastrophes possibles, il m'arrive que du mauvais, tout simplement parce que je suis dans ce type d'énergie. Et puis aussi, ce que je risque, c'est que, à force de imaginer la personne anxieuse qui va ressasser continuellement ce qu'on lui a fait, quand on sait que 95% de nos pensées d'aujourd'hui sont les mêmes qu'hier, eh bien, elle va ressasser sans arrêt. Ce qui risque de se produire, c'est qu'elle va déboucher sur des troubles psychosomatiques. Par exemple, l'estomac va toujours laver le même linge, avec la même lessive, toujours à la même température. Donc lui, un jour, il va en avoir ras-le-bol et il va faire des troubles fonctionnels pour dire stop, maintenant, je veux autre chose à laver, je veux autre chose à manger, je veux autre chose à digérer. Ras-le-bol. Voilà. Ce qui risque de se passer. Alors, comment savoir si j'ai vraiment pardonné? Est-ce que j'ai fait un pardon illusoire, un pardon à la va-vite, une moitié de pardon, ou est-ce que j'ai vraiment pardonné? Alors, un auteur inconnu a dit: le poids le plus lourd que l'on puisse porter, c'est la rancune. Donc déjà, quand on aura pardonné, eh bien, on va sentir qu'on est plus léger. On va déposer le sac à dos avec l'énorme boulet là qu'on avait dedans, qui nous maintenait comme ça, le dos voûté. On va le déposer à terre. On va avoir l'impression de se redresser et de mieux respirer. Tout simplement parce que ce sera la disparition de la rancœur, de la colère, de la haine envers mon agresseur. Je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure, mais quand on pardonne, on n'a pas besoin d'en informer notre agresseur. Et si on le rencontre, il va tout de suite comprendre qu'il s'est passé quelque chose. Le pardon véritable, c'est comme une douche intérieure. Tous les matins, on va prendre sa douche pour enlever nos impuretés qu'on a sur le corps. Le pardon, ça va être une douche intérieure. Ça veut dire que c'est comme si on est purifié. C'est comme si toute cette rancœur, cette colère, cette haine était partie dans la douche, était partie dans les égouts. Il y a quelque chose qui se passe. On ne va pas dire que c'est magique, puisque c'est un travail, c'est un processus, mais on se sent purifié de l'intérieur. Le pardon véritable, c'est aussi un baume cicatrisant. Ça veut dire que quand on a une plaie ou ne serait-ce qu'une crevasse au bout des doigts, si on vient se cogner contre la table ou contre quelque chose, ça fait mal. Ça veut dire que la plaie, elle est à vif. Et bien, la blessure émotionnelle, c'est la même chose. Quand on aura pardonné, on va pouvoir repenser à l'événement qui nous a fait souffrir, parce qu'on a bien vu que le pardon n'est pas l'oubli, mais nous n'aurons plus aucune émotion. Ça nous fera plus mal. Le pardon véritable, c'est le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, si on le coupe en deux mots, ça veut dire on doit lâcher quelque chose pour pouvoir prendre autre chose. Le problème, si je suis dans le non-pardon, je ne pourrai pas prendre autre chose parce que je vais toujours être accroché à ce qui me fait souffrir. Donc, comment je peux aller vers quelque chose de nouveau? Ce n'est pas possible parce que je suis toujours maintenu par autre chose. Donc, lorsque l'on a pardonné, eh bien, on se sent libre, on ne pense plus du tout au passé. Le pardon véritable, c'est la relation saine avec mon agresseur. Ça veut dire, je vais pouvoir, si je le rencontre, lui dire bonjour, lui sourire, et si j'ai même fait le travail correctement, je vais pouvoir aller le remercier. Pourquoi? Parce que grâce, maintenant je dis grâce, à ce que cette personne m'aura fait subir, eh bien j'ai évolué et je suis devenu quelqu'un d'autre. Et là, je fais référence à François Lemay, qui est un coach canadien et qui est aussi mon mentor. Lui, il dit que ces personnes qui nous font souffrir, eh bien, ce sont des anges déguisés en trous de cul. Au départ, c'était des anges. Ils nous ont fait du mal, ils viennent des trous de cul. Et on va voir par la suite, quand on aura fait notre travail sur le pardon, eh bien, que ces gens-là sont là, sur notre route, sur notre chemin de vie, justement pour venir nous faire travailler nos blessures intérieures et que tout a sa raison d'être. Comme le dit Minago, le compagnon, pour que mes enfants ne soient pas morts pour rien.
Alors moi, je dirais que quand je remercie mon agresseur, eh bien, je suis là en position de supériorité. Ça veut dire que c'est ma plus belle victoire et aussi, je pense, c'est la plus belle des vengeances. Il n'y a pas de plus belle vengeance lorsque l'on a fait tout le travail et qu'on peut aller remercier son agresseur. Alors Miguel Ruiz le dit, le pardon c'est l'unique chemin vers la guérison. Vous vous rendez compte que vous avez pardonné à quelqu'un si en le voyant ou en pensant à cette personne, vous ne ressentez aucune émotion négative. Et puis j'ai vu sur internet, on avait demandé à une fille de 12 ans que représentait pour elle le pardon. Et elle a dit le pardon c'est le parfum que donne une fleur quand on l'écrase. Effectivement, on écrase une fleur, bien tout de suite il va s'en dégager un parfum. C'est la même chose avec le pardon. On vous a piétiné. On vous a écrasé, vous êtes réduit en miettes tel qu'un bulldozer vous avez passé dessus, et bien avec le pardon, de toutes ces miettes qui restent, il va sortir un être nouveau, c'est une renaissance. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors moi, ce que j'ai à vous dire sur le pardon, eh bien je n'ai pas vécu des drames aussi traumatisant que Mina Gaule-Compagnon ou que Martin Gray. Ce que j'ai vécu, ça a été trahison sur trahison de la part de plusieurs personnes et notamment de la part de mon ex-mari. J'ai eu des trahisons de sa part en tout genre et notamment beaucoup de trahisons d'ordre sentimental puisqu'il avait beaucoup de maîtresses. Et puis, comme il me disait souvent, tu ne m'as jamais pardonné. Effectivement, ce que je faisais, moi je faisais des pardons illusoires parce que j'étais dans la dépendance affective et quelque part j'avais peur de le perdre. Donc je passais vite l'éponge et tôt ou tard, comme je disais tout à l'heure, il y avait quelque chose qui revenait, la marmite elle bouillonnait, ça mettait le feu aux poudres et puis la relation était très chaotique avec beaucoup de conflits et de discordes. Et puis un jour, en 2012, alors que je suis séparée et divorcée de mon mari depuis 6 ans, que je suis en train de voir pour effectuer une nouvelle reconversion professionnelle, eh bien je rends visite à une de mes amies que je connais depuis le collège, ça fait plus de 30 ans que je la connais. Elle est ma confidente, elle sait tout ce que j'ai traversé dans mon mariage, dans mon divorce qui était long et pénible, enfin elle est au courant de tout. Et je lui rends visite donc en janvier 2012 et là elle est en fin de vie. Elle sait